conférence organisée par l'association francilienne des Amis de Synthèse Nationale, dont le délégué Hugues Bouchu est là, et notre président national, le marquis Jean-Paul Chariot-Azometa, est dans la salle. Voilà, donc tout le monde est là, et donc cette conférence est la première que nous organisons pour cette saison 2018-2019. Il y en aura une autre, je crois, programmée le 31 janvier. Et ainsi de suite, jusqu'au mois d'avril, il y en aura d'autres de programmés. Donc, vous serez tenu au courant, bien sûr, par le site Synthèse Nationale, par les différents moyens vous recevrez les invitations pour ceux qui sont membres de l'association ou abonnés à la revue. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Lucien Cerise. Alors Lucien Cerise, la plupart d'entre vous, je pense, le connaissent. Il a déjà écrit un certain nombre de livres et il s'est spécialisé, entre autres, si je me trompe, dites-le moi, donc sur enfin son dernier livre en tout cas, est consacré au rôle de l'OTAN pour déstabiliser les pays qui ne vont pas dans le sens, ou forcément dans le sens de ce que voudrait nous imposer la doxa américaine. Voilà. Donc, Lucien Cerise a écrit un livre là-dessus, mais il va nous en parler beaucoup plus longuement tout à l'heure. Mais dans un premier temps, je vais passer la parole à Hugues Bouchu, donc, qui est le délégué des Amis de Synthèse Nationale pour l'Île-de-France. Bon, je vais de nouveau vous remercier de votre présence et je tiens surtout à remercier la présence de Lucien Cerise qui a bien voulu honorer notre invitation pour nous parler de son livre Retour sur Maïdan. Il est vrai que ce livre m'est apparu comme étant la réponse à quelques doutes autour de l'actualité, surtout celle diffusée par les médias officiels. Je mets entre guillemets officiels. Au regard de ce qui s'est passé ces dernières années dans les pays arabes notamment, mais aussi en Europe et maintenant aujourd'hui à Paris, dans la France entière, on peut se demander à qui profite le crime. Au final, le livre de Lucien Cerise m'aura apporté des certitudes et non plus des doutes. Retour sur Maïdan est un outil de décryptage devant l'actualité véhiculée par les chiens de garde du système, sachant que ces chiens de garde du système sont nombreux, je les appelle des chevaux de Troie, à savoir la mode, la culture, les causes altruistes, tous étant au service de la mondialisation et de l'effacement de nos identités charnelles. Quand nos identités sont infiltrées souterrainement, alors il y a un véritable piratage de la dimension identitaire. Ceux qui entretiennent les nouvelles cultures d'aujourd'hui, qui sont celles des lobbies, participent activement à la déconstruction identitaire. Nous ne sommes plus confrontés à une guerre frontale, visible, repérable. Nous avons affaire à ce que notre invité appelle une guerre en essaim. Cette tactique, proche d'une métapolitique de désincarnation, consiste à manipuler, à intoxiquer, à dissuader, à surveiller pour aboutir à la déstabilisation des peuples. Le système provoque le désordre pour mieux maintenir son ordre. Nous ne subissons pas de bombardement militaire, nous participons à un bombardement médiatique. Les auteurs du crime, ainsi, peuvent niveler les mentalités en les formatant à leurs exigences, voire même en clonant le profil physique des populations. Il n'y a plus de repérage physique, identitaire, entre un Français, un Allemand, un Suédois et que sais-je encore. Cette technologie nivelante pourrait être conjuguée en termes de révolution virtualiste, pour reprendre le terme de Lucien Cerise. Tout est pensé pour que la désinformation, celle du système, soit perçue comme unique et véritable. Cette guerre de l'image, qui est aussi une pathologie structurelle du capitalisme, répond aux stratégies atlantistes de l'OTAN et de sa créature, l'Union européenne. Ne nous leurrons pas, il y a, comme nous dit Lucien Cerise, une espèce de coagulation entre les extrêmes politiques et religieux. J'entendais ce matin sur une vidéo concernant Lucien Cerise qui disait « Leurs idées est un véritable déclencheur de comportement ». C'est un peu le cas des Gilets jaunes aussi. Le système sait s'entretenir grâce à ces idiots utiles, manipulables, conscients ou inconscients. Ces derniers participent à la dissimulation de nos identités authentiques. Il y a
un populisme de plastique et un populisme charnel. Finalement, ce livre m'aura démontré comment le système organise sa stratégie, celle de l'OTAN, en utilisant des pions révoltés, téléguidés, par une tactique qui ne sert que les intérêts financiers et apatrides. Lucien Cerise conclut son livre en souhaitant le démantèlement de l'OTAN et de l'Union européenne pour reconstruire une paix véritable des peuples européens et reconquérir nos identités. Un petit verre d'eau. Je laisse maintenant la parole à notre invité, qui saura peut-être corriger mon introduction, mais surtout répondre à toutes ces interrogations et à toutes ces directions. Je vous remercie. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour l'invitation, et puis vous dire que j'aime bien le nom de votre association, Synthèse Nationale. Parce que, bon, voilà, il s'agit d'essayer de converger, essayer de se rassembler, de faire une synthèse. Et donc, pour essayer justement de lancer une dynamique néganthropique, c'est-à-dire une dynamique structurante, à l'opposé de tous les processus anthropiques, qui sont des processus analytiques, processus de morcellement. Et voilà, je trouve que le nom est sympathique. Voilà, ça donne envie de faire synthèse, justement. Synthèse de contradiction. Oui. Ouais. Donc, effectivement, alors l'OTAN, bon, quelques éléments de rappel historique et géographique. C'est l'organisation du traité Atlantique Nord. C'est une alliance militaire qui a été créée en 1949, qui est toujours en vigueur et qui avait pour objectif officiel de lutter contre le communisme. Le communisme a disparu, mais l'OTAN, non. On peut se poser la question si c'était vraiment l'objectif réel dès le départ. Le pacte de Varsovie, qui était un peu l'équivalent de l'OTAN dans le champ communiste, lui en fait est apparu même après l'OTAN, puisqu'il a été créé en 1955 et qu'il a été effectivement aboli en 1991 en même temps que l'URSS. D'ailleurs, pratiquement tous les anciens membres du pacte de Varsovie sont passés à l'OTAN. Les bureaux principaux de l'OTAN sont en Belgique. Alors, ils ont été en France à l'origine. L'OTAN, le siège était en France jusqu'en 1966. Date à laquelle le général de Gaulle décide donc de mettre fin à la participation de la France à l'OTAN, du moins au commandement intégré. En 1966, donc l'OTAN déménage et part en Belgique. Il y a deux endroits principaux. Il y a Bruxelles, avec le siège, qui est le centre politique et administratif de l'organisation. Alors il y a un nouveau bâtiment qui vient d'ouvrir ses portes. Alors, il est possible d'aller pas le visiter à l'intérieur, évidemment, mais si vous passez un week-end à Bruxelles, vous pouvez prendre le tramway, et il y a une station du tramway OTAN. Donc d'un côté de la rue, vous avez l'ancien siège de l'OTAN. C'est juste en fait des casernes militaires, assez classiques, des petits bâtiments de 3-4 étages rectangulaires. Et de l'autre côté, vous avez une soucoupe volante. Mais vraiment, c'est très impressionnant. C'est un bâtiment absolument colossal, qui a coûté je ne sais pas combien de milliards d'euros, et qui ressemble vraiment à un ovni de film de science-fiction, posé sur Terre. Évidemment, il n'est pas en lévitation. Mais je veux dire, dans tous les films, style Independence Day, etc., ça ressemble à ça. Vraiment, on a l'impression que c'est un de ces vaisseaux spatiaux là, de films de science-fiction qui s'est posé sur Terre. C'est tellement grand que de loin, on a l'impression que c'est une colline pratiquement. Enfin bon, c'est vraiment impressionnant et on peut marcher autour. C'est tout à fait possible, sans franchir évidemment les grilles surmontées de barbelés. Donc ça c'est à Bruxelles, et puis vous avez à Mons. Alors Mons c'est un peu plus au sud de Bruxelles, c'est à la frontière avec la France, ça touche pratiquement la France. Là vous avez le grand quartier général des puissances alliées en Europe, le SHAPE en anglais, ça veut dire former, modeler en anglais. Et si on veut, je suis fils de militaire, donc j'entendais parler de ça depuis les années 70, mais si on veut vraiment en fait un peu essayer de spécifier les caractéristiques, disons que le siège de Bruxelles, il est un peu plus tourné vers les civils,
et le siège, le quartier général des puissances alliées en Europe, de Mons, il a un peu plus tourné vers les militaires. C'est vraiment des tendances, hein, évidemment, puisque tout ça, ça communique. C'est juste des grandes tendances générales. Voilà, bon, ça c'est pour les éléments, les dates et les lieux. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut mettre à l'actif de l'OTAN? Bien, donc, le massacre en Yougoslavie, hein, les bombardements, enfin bref, la destruction de la Yougoslavie et tout ce qui s'est passé dans la continuité, qui a été mis donc à l'actif, hein, de Milosevic, etc. Mais bon, je pense qu'il y a des gens dans la salle qui ont dû suivre cette phase historique, hein, dans les années 90. Donc la destruction de la Libye, hein, là plus récemment. Et puis donc avec les conséquences pour nous, hein, c'est-à-dire les flux de clandestins. Dans les deux cas, il y a un grand philosophe majeur français qui s'est érigé en faveur des opérations de l'OTAN, hein, c'est un certain Bernard-Henri Lévy, qui est dans tous les mauvais coups. Voilà. Ensuite, alors il y a aussi donc une présence continuelle, hein, de troupes atlantistes, hein, de troupes de l'OTAN en Afghanistan, hein, mais vraiment depuis les années 90 aussi. Là, on n'en voit pas la fin. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une guerre de basse intensité, hein, qui est menée en Afghanistan. Bon, les mauvaises langues disent que c'est pour les champs de pavots, ce qui permet en fait à la CIA, parce que bon, la CIA et l'OTAN, c'est un petit peu la même chose, mais ce qui permet effectivement à la CIA de se financer en dehors des budgets votés au Congrès, et donc de financer des opérations clandestines qui débordent un petit peu des cadres, y compris des forces spéciales ou des services secrets américains. Et alors aussi, on peut mettre à l'actif de l'OTAN un certain nombre d'opérations dites sous faux drapeau, et qui éveillent des souvenirs, notamment quand on parle du réseau Gladio, hein, ou des réseaux Stay Behind, qui étaient censés donc en quelque sorte constituer des réseaux dormants qui seraient activés en cas d'invasion communiste de l'Europe, de l'Ouest. Il se trouve que certains auteurs, certains chercheurs, estiment que en fait, ces réseaux Stay Behind et Gladio ont plus ou moins dégénéré en quelque sorte, et en fait, à force de ne pas être utilisés, se sont donné se sont donné des causes, des causes à défendre. C'est-à-dire que du fait que les communistes finalement n'arrivaient pas, eh bien, il fallait à partir de là donc empêcher malgré tout la gauche, hein, de progresser en Europe de l'Ouest. Alors ça a donné les années de plomb dans les années 70 en Italie, et puis dans les années 80 les tueries du Brabant, hein, en Belgique. Alors évidemment, il y a tout un tas d'observateurs de ces phénomènes historiques qui vont vous dire oui, mais non, ça n'a rien à voir avec l'OTAN, ça n'a rien à voir avec la CIA, tout ça c'est de la théorie du complot, mais il y a aussi des chercheurs tout à fait sérieux, il y a aussi des sources, hein, que j'ai rassemblées dans mon livre, qui indiquent qu'effectivement, hein, de toute façon, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas faire d'angélisme. Les services secrets atlantistes, hein, britanniques, américains, appliquent, hein, des méthodes de guerre secrète, hein, de guerre d'opérations clandestines depuis des dizaines d'années. Hein, et effectivement, les attentats qui s'inscrivent dans une stratégie de tension pour maintenir une tension, pour maintenir la population sous tension psychologique, hein, et mieux la contrôler de cette façon-là. C'est tout à fait possible de documenter tout ça, hein, pratiquement de A à Z. Ce que l'on ne peut pas documenter, c'est les ordres précis qui sont donnés pour telle ou telle opération. Parce que ça, il n'y a jamais de trace papier. Ça, c'est évidemment, je veux dire, c'est un principe de base, hein, dans le renseignement, et même, je dirais, dans la finance d'ailleurs. Hein, si vous avez un compte à la JP Morgan, ma femme avait un compte à la JP Morgan pour le travail, il refuse obstinément, hein, même si vous avez un problème, il refuse obstinément de vous communiquer une quelconque information par écrit. Alors, donc c'est une méthode de travail, hein, très confidentielle comme ça, pour essayer parce que tout simplement tout ça fonctionne sur le secret, et le pouvoir c'est le secret. Donc on parle aussi d'un Gladio B, hein, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, ce qui se passe, c'est que l'OTAN a été accusé au fil du temps
d'héberger donc finalement des réseaux terroristes. Hein, c'est-à-dire des réseaux donc d'agents dormants qui ont muté, hein, qui en fait de défensifs sont devenus offensifs. Donc qui sont passés au terrorisme. Aujourd'hui, on peut, je pense, distinguer 3 grandes branches, hein, de ces réseaux. Donc le gladio historique, hein, c'est-à-dire en général qu'on dit d'extrême droite, hein, qui recrutait, donc qui a beaucoup recruté dans les restes, hein, du nazisme et du fascisme, hein, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a un gladio, on parle d'un gladio B, hein, qui lui recrute dans les milieux musulmans. Qui met au service d'objectifs qui ne sont pas forcément islamiques, hein, qui peuvent être des objectifs effectivement atlantistes, hein, occidentaux, je veux dire, bon, comme en Syrie. Hein, je veux dire là, en Syrie, en l'occurrence, bon, c'est une opération occidentale aujourd'hui, on le sait, depuis 2011. Et quand les conflits traînent en longueur, bon, la vérité, au bout d'un moment, remonte à la surface. Hein. L'ossature, hein, des opérations clandestines commence à être perceptible. Donc, quand ça a commencé en 2011, je me suis dit, pourvu que ça traîne en longueur, en quelque sorte. Pourvu que, voilà, il faut gagner du temps, et on verra effectivement il y avait Soros à la barre, ou tous les réseaux habituels des révolutions colorées. Donc, on pourrait se dire, bah oui, mais bon, tout ça finalement, voilà, hein, je veux dire, c'est un peu, c'est nécessaire, hein, parce que finalement, on doit lutter contre un ennemi qui est encore pire. Hein. Alors, effectivement, en période de guerre froide, en quelque sorte, ce raisonnement pouvait apparaître cohérent, hein, de se dire, en fait, l'ennemi numéro 1, c'est le communisme. Il faut tout faire pour empêcher le communisme, ou du moins la gauche, de progresser en Europe de l'Ouest. Y compris des attentats sous faux drapeau, etc., ou une stratégie de tension qui va permettre effectivement de garder la population sous contrôle, parce qu'elle elle va exprimer une demande de sécurité. Alors, cette erreur était compréhensible en période de guerre froide. Aujourd'hui, bon, encore une fois aussi, comme le temps passe, on voit en fait les racines idéologiques de l'OTAN émerger. Beaucoup mieux maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une espèce d'inversion des pôles, hein, et bizarrement, il y a de plus en plus de gens qui constatent ça, hein, c'est que il se trouve que les racines idéologiques de l'OTAN sont peut-être beaucoup plus progressistes, hein, au mauvais sens du terme, que ce que le communisme a jamais proposé. Qu'est-ce que l'atlantisme, hein? Donc, bon, en période de guerre froide, hein, l'atlantisme pouvait se définir, être cerné en 4 notions, hein, donc anticommunisme, évidemment, donc capitalisme, libéralisme, conservatisme. Bon, il y a des contradictions internes, insolubles entre ces 4 notions. Le libéralisme ne peut pas être conservateur, hein. Bon, c'est évident. Et donc en fait, les contradictions internes de ce bloc atlantiste sont aujourd'hui en train de, se sont révélées. Et en fait, c'est toutes les tendances, anti-conservatrices qui étaient présentes dès l'origine, hein, et qui en fait aujourd'hui l'ont emporté totalement dans l'idéologie atlantiste. Donc aujourd'hui, il faut tout inverser, hein, c'est-à-dire qu'on a affaire à des phénomènes d'hétérotélie, hein, quand une chose se transforme en son contraire, hein, ou d'énantiodromie, hein, c'est des termes des termes grecs, hein, vous reconnaissez les racines, ça sonne un peu barbare. C'est un peu il y a des inversions de polarité complètes, quoi. Et aujourd'hui, effectivement, bizarrement, on se rend compte que le bloc communiste était finalement beaucoup plus conservateur, hein, au niveau des mœurs, par exemple, que le bloc capitaliste ne l'a jamais été. Effectivement, certains savent que j'ai un parcours à l'extrême gauche, mais pas pour les raisons de l'extrême gauche. En fait, j'étais anticapitaliste parce que pour moi, le capitalisme, c'était le spectacle, c'était en fait la dissolution des mœurs, etc. Donc si j'ai été de gauche à une époque, c'est parce que j'étais conservateur, en fait. Et indépendamment du fait que, comme j'avais de la famille de l'autre côté du rideau de fer, bon, j'avais des informations comme quoi c'était pas si terrible en réalité. Enfin, je veux dire, les conditions de vie étaient restées bloquées dans les années 50 à peu près, et puis c'est tout, quoi. En fait, c'était, pour ceux qui vivaient à la campagne.
Et en fait aujourd'hui, voilà, il faut voir quelque chose. Enfin, il y a quelque chose qui saute aux yeux, hein, c'est que l'atlantisme, c'est quoi? En fait, c'est la société ouverte, ni plus ni moins. Enfin, c'est le bras armé. Enfin, l'OTAN est le bras armé de la société ouverte. Hein, c'est-à-dire, en fait, Soros et OTAN, même combat. C'est vraiment, y compris dans les deux grands axes, hein, c'est-à-dire l'immigration et le LGBT. Même chose pour l'Union européenne. Hein, tout ce petit monde, hein, se retrouve dans une nébuleuse belge. Hein, c'est pas une histoire belge, c'est une nébuleuse belge. Donc il y a un auteur, enfin un ancien militaire, un militaire à la retraite belge qui s'appelle Walter Beyens. Walter, voilà, Walter c'est un prénom bien connu, Beyens, B-A-E-Y-E-N-S, qui a écrit un livre, hein, sur justement cette nébuleuse atlantiste, qui en fait permet de, qui intègre en elle, hein, effectivement toute la sphère européiste, atlantiste et mondialiste, et avec des prolongements jusqu'en Israël. Donc on a vraiment affaire à une sorte de régime de Bruxelles, hein, qui amalgame en lui vraiment tout ce que les conservateurs sincères détestent. Alors vous avez peut-être entendu parler d'une certaine Louise Arbour, qui est la principale promotrice en ce moment du pacte mondial pour les migrations, qui est donc une juriste de haut niveau, de haute volée, et qui donc en fait circule, hein, entre toutes ces grandes structures du mondialisme que sont l'ONU, hein, puisque le pacte mondial pour les migrations, c'est une œuvre essentiellement de l'ONU, hein, et de sa division, sa subdivision qui s'appelle l'OIM, l'Office international pour les migrations. Tout ça, c'est situé à Genève, hein, et vous pouvez aussi, hein, si vous voulez. Je suis allé à Genève, je suis allé regarder tout ça. Il y a, en fait, au nord de Genève, il y a toute une grande zone qui est comme une espèce de grand parc. Et, à un moment, j'étais fasciné là, par cet office international pour l'immigration, parce que, je veux dire, tout est déballé, quoi. Enfin, il se cache plus, quoi. Et sur le site, il faut regarder aussi, c'est fascinant. Enfin, il n'y a vraiment aucune inhibition sur ces thématiques. Je voulais voir à quoi ça ressemblait à rien, c'est un petit bâtiment, ça fait 4 étages, voilà, on peut rentrer à l'intérieur, donc il y a un hall d'entrée qui est plus petit que cette pièce, et puis en revanche ils sont très fiers de faire la publicité, hein, de leur dernière application pour aider les migrants, hein, ça s'appelle MigApp. Et donc, dans leur bureau, hein, ils travaillent à développer des logiciels pour les fameux smartphones dont chaque migrant est équipé. Hein, ils ont tout perdu, ils ont perdu leur papier, mais ils n'ont pas perdu leur smartphone. Donc, et effectivement, cet Office international pour l'immigration fait la promotion, est très fier, hein, sur les panneaux en liège, là, comme vous pouvez imaginer, là, dans le hall d'entrée, de faire la publicité pour cette dernière application, hein, et qui va permettre effectivement aux migrants de progresser, hein, de coloniser, d'avancer en territoire européen. Nous en étions au pacte mondial pour l'immigration, donc qui est soutenu médiatiquement, publiquement par une dame qui s'appelle Louise Arbour, hein, et qui s'exprimait récemment sur Radio-Canada. Elle disait effectivement « Ceux qui invoquent la souveraineté nationale pour s'opposer au pacte mondial pour l'immigration pêchent par ignorance ou mauvaise foi », estime donc la Canadienne Louise Arbour, puisqu'elle est canadienne, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la migration internationale. Qui est Louise Arbour? On sait maintenant qu'elle est canadienne. Alors, elle a un parcours effectivement dans le droit international, à un niveau assez haut dans la hiérarchie. Et donc elle a été procureure générale pendant 3 ans du tribunal pénal international pour la Yougoslavie. Hein, où les criminels de guerre ont été traînés devant le peuple. Donc c'est un certain Jamie Shee qui était aussi responsable de l'OTAN, notamment pour les bombardements, qui s'est exprimé concernant sur Louise Arbour. Et en fait, donc c'est une déclaration que vous pouvez trouver sur le site de l'OTAN.
et que bon, je vous invite à regarder. Enfin, je pourrais vous donner toutes les références après si vous voulez. Alors il y a une traduction, il y a le site de National Hebdo qui en a fait une traduction. Alors ça va vous donner une petite idée justement des liens hein, d'imbrication, d'intrication entre tous ces hauts fonctionnaires mondialistes hein, et des liens aussi entre donc l'ONU, l'OTAN et toutes ces grandes organisations supranationales. Donc ce que déclarait donc Jemichi, qui était responsable essentiellement en fait de la propagande de l'OTAN pendant les bombardements. J'ai commencé à m'intéresser vraiment à ça justement parce qu'il y avait eu un documentaire à la télévision, c'était oui, je ne sais plus, à la fin des années 90, début des années 2000, où on le voyait dire clairement hein, face caméra, effectivement les populations n'étaient pas favorables au bombardement de la Serbie, donc bon, bah, on s'est mis autour d'une table et on s'est dit comment on va pouvoir retourner hein, la population. Et en fait c'était un documentaire sur ce qu'on appelle les spin doctors, hein, donc c'est-à-dire les professionnels du retournement de l'opinion. Voilà. J'ai commencé à m'intéresser à tout ça à peu près à ce moment-là. Et donc que disait Jemichi sur donc ce spin doctor de haut niveau sur sa collègue Louise Arbour en 1999, et c'est une allocution sur la campagne de bombardement de 1999. Donc un extrait, hein, je crois que la juge Louise Arbour commencera ses investigations quand on le lui permettra. Il s'exprime au nom donc, de l'OTAN. Ce n'est pas Milosevic qui lui a donné son visa pour aller au Kosovo. Si, comme nous le souhaitons, elle bénéficie d'un accès libre, ce sera grâce à l'OTAN, qui est une organisation amie du tribunal pénal international et qui a détenu les personnes accusées de crimes de guerre en Bosnie. Les pays de l'OTAN sont ceux qui ont fourni les fonds pour créer le tribunal. Bon, moi, les choses sont claires. Nous sommes surtout des financiers. Et bien sûr, pour former une seconde chambre, de telle sorte que les jugements puissent être accélérés. Aussi, laissez-moi vous assurer que nous et le tribunal sommes unis dans cette affaire. Nous voulons voir les criminels de guerre traîner en justice, et je suis sûr que quand Louise Arbour ira au Kosovo et examinera les faits, elle accusera les Yougoslaves, et personne d'autre, me semble-t-il, pour l'instant. Voilà, donc là on a des structures de puissance qui sont jugées parties, enfin qui font tout, quoi, qui font les questions et les réponses. Quand on a des gros moyens, c'est ça qu'on peut faire. Hein, voilà, ça donne du grain à moudre hein, quand même en fait. Hein, c'est que voilà, le pouvoir c'est ça, hein, fondamentalement. Faut arriver à ce niveau-là quoi, pour pouvoir dire qu'on a du pouvoir en fait. Enfin, ou du moins pour pouvoir rivaliser. Voilà. Ce que je dis parfois à des amis qui disent oui non, faut arrêter les partis politiques, tout ça, non, faut juste gueuler dans la rue, voilà. Bon, par ailleurs je soutiens les gilets jaunes, je veux dire, mais à un moment donné il y a la question du pouvoir institutionnel qui se pose. Hein. Alors les gilets jaunes c'est très sympathique, mais à un moment il va falloir trouver un débouché institutionnel. Donc le spontanéisme c'est bien, mais c'est pas une fin en soi. Voilà. Par ailleurs, bon, après il y a tout un tas de stratégies de guerre culturelle hein, aussi qui permettent effectivement de bonifier, d'optimiser un mouvement spontané comme celui-là, à condition qu'il dure. Sinon, c'est juste voilà, une éruptation et ce ne sera pas différent de Nuit debout. Ça aura le même destin fondamentalement. Donc là, ça vous donne une idée des liens, un peu d'intrication hein, qu'il y a entre donc toutes ces personnes là et toutes ces grandes structures de pouvoir et donc de l'idéologie qu'ils partagent. Hein. C'est-à-dire que bon, dans un premier temps, on se dit oui, mais voilà, bon, l'OTAN c'est une alliance militaire, donc c'est sérieux. Voilà. Bon, et donc a priori c'est plutôt bon, une idéologie plutôt de droite, hein, plutôt ça va être conservateur, ça va être plutôt nationaliste. Bon, bah en fait pas du tout. En réalité, l'OTAN, dans le logiciel de l'OTAN, il y a cette société ouverte hein, qui est fondatrice, cette notion de société ouverte, et surtout il y a le cosmopolitisme et l'immigrationnisme. Et donc c'est ce que dit Walter Benjamin hein, dans son livre intitulé The Nebula en anglais, il est sorti en anglais, on va essayer de le sortir en français, La nébuleuse, hein, c'est effectivement que comment dire, ça va au-delà de... Enfin, ce sont des structures internationales
qui essaye donc effectivement tout simplement de dominer le monde en fait, c'est aussi simple que ça, depuis donc un foyer essentiellement occidental qui ne se limite pas à la Belgique, hein, mais qui en fait se superpose à ce qu'on appelait l'Occident en période de guerre froide. Pour vous donner d'autres informations concernant l'idéologie profonde de l'OTAN, alors là, c'est une déclaration de Rose Gottmöller, qui est secrétaire générale déléguée de l'OTAN, et qui reproduit tous les éléments de langage hein, de l'idéologie dominante, hein, notamment à base de diversité et d'inclusion. Donc c'est une déclaration du 10 février 2017, et intitulée « La diversité ne se résume pas à la question du genre ». Déjà, qu'est-ce que le genre vient faire hein, dans une alliance militaire, en plus censée être conservatrice, anticommuniste, ou du moins avec, comment dire ça, un héritage de ce type-là. Alors, qu'est-ce que disait Rose Gottmöller? L'OTAN a d'abord décidé de créer un plan d'action pour la diversité lors du sommet de l'OTAN à Prague en 2002. Aujourd'hui, un groupe de travail sur la diversité composé de représentants de tous les organes de l'OTAN est le moteur du plan d'action. Actuellement, le groupe de travail s'efforce de promouvoir la diversité et l'inclusion à l'échelle de l'OTAN et d'élargir la définition de la diversité au-delà du sexe, de l'âge et de la nationalité. Donc, quand on parle de la diversité dans un environnement organisationnel, le genre a tendance à être la première chose qui vient à l'esprit. Cependant, la diversité, comme le suggère le mot lui-même, très drôle, est beaucoup plus complexe que cela. La diversité dans le contexte de l'OTAN, donc l'OTAN ne doit pas se limiter à l'idée de briser le ghetto rose. Ça fait partie du programme. Briser le ghetto rose, c'est-à-dire voilà, en finir avec l'homophobie et la transphobie et le je ne sais quoi, et toutes les phobies que cette idéologie de la société ouverte invente. Il faut inspirer le changement culturel. Bon, bah, là, on vient sur l'ingénierie sociale. Hein. Inspirer le changement culturel, c'est rien d'autre que ça, qui doit être poussé par les dirigeants parce que les organisations matures ont un conservatisme hérité. Donc là, il y a un positionnement clair et net hein, contre justement ces organisations dites matures qui ont un conservatisme hérité. Et donc, voilà, donc ça vous donne une idée. Le résultat, alors oui, donc quelques jours plus tard, le 17 mai 2017, donc le site de l'OTAN commentait un tweet du secrétaire général de l'OTAN, hein, monsieur Jens Stoltenberg, qui est toujours en fonction hein, aujourd'hui. Hein. Là, je vous parle de choses très récentes hein, qui datent de 2017. Donc, à l'occasion de la Journée internationale contre l'homophobie, Jens Stoltenberg faisait un tweet commenté par ses collègues sur le site donc de l'OTAN aussi. Vous avez la ligne de code. Hein, www.nato, voilà. Alors, mercredi 17 mai 2017, pour montrer que l'OTAN s'associait à la Journée internationale contre l'homophobie, le secrétaire général Jens Stoltenberg a posté un tweet indiquant que partout dans le monde, les LGBT ont droit à une vie digne, préservée de l'exclusion et de la peur. La diversité rend nos sociétés ouvertes, plus fortes et plus sûres. L'OTAN a été pionnière à l'échelle mondiale en ce qui concerne la reconnaissance du mariage entre personnes de même sexe. Enchanté de l'apprendre. Elle a accordé les mêmes prestations à tous les agents mariés dès juillet 2002. C'est-à-dire que l'OTAN bosse sur le mariage homo depuis 2002. C'est-à-dire avant tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, c'est cette organisation-là qui lance les tendances. Ils ne se contentent pas d'enregistrer les modes, hein, même les plus stupides. Non, non, ils lancent les modes. Donc, les mêmes prestations à tous les agents mariés dès juillet 2002, à une époque où le mariage entre personnes de même sexe n'était reconnu que par un seul pays dans le monde, les Pays-Bas. Donc l'organisation est attachée à la diversité. Toute discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion, la nationalité, le handicap ou l'âge est strictement interdite au sein de l'OTAN. Bon, qu'est-ce qu'il a oublié? Voilà. L'étape suivante, c'est l'espèce. Hein, d'ailleurs, l'antispécisme, bon, c'est la prochaine étape. Hein. En fait, il n'y a plus de différence entre du plancton marin et vous-même, quoi. Voilà, il faut. Ouais, ouais. Et puis. Des agences de
Ouais. J'avais vu ça, j'étais tombé sur un truc, sur le budget total des agences américaines de renseignement, 60 milliards de dollars. J'avais vu ça, il y avait eu un colloque très sérieux. Il y en a 15 ou 20. Oui. Bah, en fait, bon, je rassemble pas mal de sources là-dessus, en fait, hein, sur en fait, le LGBT dans l'armée, hein, donc la militarisation du LGBT. Alors, c'est des sources qui s'arrêtent donc au 31 décembre 2016, puisque le bouquin, enfin là, j'avais mis un point final au livre en fin 2016, et là, c'est des sources qui datent qui sont ultérieures, quoi, de 2017 et 2018, et j'en profite là pour vous les exposer. Mais effectivement, oui, en fait, bon, c'est le miracle d'Internet, hein, c'est que c'est très facile de se documenter là-dessus. Hein. On tape quelques mots-clés, LGBT, NATO, LGBT, OTAN, et puis boum, voilà, on trouve tout. On peut faire sa récolte, quoi, une moisson. Donc, voilà, donc là, et alors, détail, enfin, c'est pas un détail à mon avis, je pense que c'est important. Vous vous souvenez là du fameux Anders Breivik, hein, donc, donc c'était distingué par un attentat assez, comment dire, assez médiatique, quoi, donc en fait en 2011, donc un attentat pour protester contre la société ouverte, commis à Oslo et Utøya, hein, et il se trouve que Jens Stoltenberg était déjà en poste en Norvège, puisqu'il est norvégien, il était Premier ministre à l'époque. Il avait déclaré justement cette phrase programmatique: nous allons répondre à la terreur par plus de démocratie, plus d'ouverture et de tolérance. Et je pense qu'il a été remercié pour ses bons services et il a obtenu une promotion, justement, secrétaire général de l'OTAN quelques années plus tard. Et donc avant même de commettre là, ces tweets là, pour lutter contre l'homophobie, en 2016, en juin 2016, hein, il présentait ses condoléances sur le site de son organisation à la suite d'un attentat à Orlando qui avait frappé une discothèque LGBT. Où il déclarait: je condamne fermement la terrible fusillade qui a eu lieu à Orlando en Floride, bon ça d'accord, je partage la peine de tous ceux qui ont perdu des êtres chers ainsi que de la communauté LGBT et du peuple américain. Mes pensées vont aussi aux nombreuses personnes qui ont été blessées dans cet acte de terrorisme. La terreur et la haine ne nous changeront pas, les pays de l'Alliance sont unis dans la lutte contre le terrorisme et dans la défense de nos sociétés ouvertes. Donc bon voilà, vraiment la défense, enfin le parti pris, hein, est répété une fois, deux fois, trois fois. Bon, il n'y a plus de doute là-dessus, hein, en l'état actuel des choses. Vraiment, il y a une homogénéité idéologique, hein, de tout cet univers euro-atlantiste, hein, européiste atlantiste, hein, qui aboutissait à quelque chose d'absolument surréaliste. Hein. C'est donc cette fameuse photo au sommet de l'OTAN. Hein, la photo des premières dames de l'OTAN avec un homme. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Et alors c'était au sommet de l'OTAN 2017. Et donc une photo de groupe. Alors donc il y a la photo des présidents, enfin des représentants ou des premiers ministres, hein, quand c'est pas un régime présidentiel. Et puis donc il y a la photo des premières dames. Et là, bon. Il y avait un certain Gauthier Destainet, hein, qui posait à côté de Brigitte Macron. Hein, et puis pourquoi? Parce que voilà, il est marié avec le Premier ministre luxembourgeois, Xavier Bettel. Voilà. Donc aujourd'hui, l'OTAN, c'est ça. On est au-delà de l'absurde. C'est une photo où, voilà, photo des premières dames avec un homme. Hein, on est dans le surréalisme accompli. Hein, je veux dire, c'est le tableau de Magritte, hein, encore un Belge. c'est peut-être pour ça que c'est voilà, qui vous montre une pipe et qui vous écrit juste en dessous: ceci n'est pas une pipe. Bon ben voilà, vous voyez les premières dames de l'OTAN. Oui, en plus, oui. Voilà, donc voilà, comment en est-on arrivé là?
Alors là, il y a plusieurs hypothèses, hein, mais le plus intéressant là-dedans, c'est, bon, je pense en fait, enfin, moi je me pose la question, est-ce que c'est originel, hein, est-ce qu'on pouvait prévoir ça dès le début, ou est-ce que l'OTAN a été, on pourrait en quelque sorte retourner, infiltré, noyauté, inverti, voilà. Bon, parce que, voilà, en fait, est-ce que ces tendances-là... C'est un phénomène cybernétique, c'est-à-dire que l'OTAN n'avait plus de, comment dire, de raison d'existence, donc ils ont cherché un autre boulot. Et puis en fait, si on réfléchit par rapport au communisme, il y a une sorte de communautarisation du globalisme. C'est-à-dire que ce qui n'existait pas avant, Lénine et Marx se lancent, au point de vue théorique, parlent du capitalisme. Mais c'est justement, il n'y en avait pas. Enfin, il n'y avait pas de centre du capitalisme. Et maintenant, il y a des centres du capitalisme. Si vous voulez bien, on va laisser notre ami terminer sa conférence et après on pourra continuer cette conversation. C'est pour ça que je crois que... Oui, donc là, en fait, effectivement, enfin, faut se poser, c'est des questions philosophiques, enfin, effectivement, ou cybernétiques, enfin, c'est des questions de physique sociale hein, aussi. Hein, enfin, il faut regarder effectivement les blocs géopolitiques hein, comme des êtres vivants pratiquement, avec un développement et avec donc des potentiels qui s'expriment, des potentialités qui s'expriment au fil du temps, qui étaient peut-être là dès le début, ou alors un peu aussi sur le modèle hein, des gènes récessifs hein, aussi, c'est-à-dire que bon, un gène récessif, c'est un gène qui saute une génération, qui va s'exprimer entre le grand-père et le petit-fils, mais qui saute la génération des parents. Donc effectivement, bon, on peut regarder les organisations humaines et les blocs géopolitiques de cette façon-là, hein, de manière organique. Enfin, c'est un peu ce que fait la mémétique, par exemple. Je ne sais pas qui a entendu parler de ça dans la salle, la mémétique. Non, bon. Bref, c'est en fait, alors c'est devenu à la mode depuis 3-4 ans parce que bon, c'est les soutiens de Trump qui ont beaucoup utilisé ça. Donc c'est en fait c'est la théorie de la viralité des idées. Enfin, la meilleure, en fait, c'est une approche, c'est une discipline émergente, comme on dit, qui existe vraiment depuis une dizaine d'années, qui intéresse les militaires depuis 2005. En tout cas, bon là, il y a aussi des sources. Hein, moi, j'ai trouvé un PowerPoint, là, un diaporama PowerPoint qui date de 2005 et qui a été élaboré par un individu qui travaille pour la DARPA. Hein, donc c'est l'organisation, c'est la recherche et développement du Pentagone, et il parlait de mémétique hein, en 2005, et donc c'est un PowerPoint qui fait 150 images pour dire attention, c'est important, il va falloir s'intéresser à ça. En fait, c'est la théorie de en fait, des meilleures pratiques, des bonnes pratiques de diffusion des idées. Voilà. Et en fait, est-ce qu'il y a une nature interne, enfin une nature intrinsèque de certaines idées qui assurerait leur diffusion par rapport à d'autres, ou est-ce que c'est uniquement le média, le volume sonore en quelque sorte, qui assure cette diffusion sur la plus large échelle? Bon, et justement l'OTAN s'intéresse à ça aussi là, depuis plusieurs années. Maintenant l'OTAN accuse la Russie de s'y intéresser aussi, enfin du moins de mettre en pratique une guerre culturelle sur une base mémétique, hein, pour effectivement essayer donc de diffuser hein, une bonne image de la Russie à l'international. On comprend pourquoi. De fait, bon, l'État profond russe, effectivement, se fiche totalement de ces questions de LGBT. C'est pas du tout... et d'ailleurs, on peut voir aussi une inflexion avec l'arrivée de Trump, hein, puisque le lendemain de son arrivée à la Maison-Blanche, il donnait l'ordre de supprimer la page LGBT du site de la Maison-Blanche. Donc effectivement, après, les démocrates peuvent se mettre à conspirer, à imaginer un complot entre la Russie, enfin entre le Kremlin et la Maison Blanche. Il n'y a pas besoin de complot, il suffit tout simplement d'être normal et bon, en fait, voilà, enfin, je veux dire, en gros, d'avoir des affinités sur le plan des idées ou sur le plan des valeurs, mais il n'y a pas besoin de complot entre le Kremlin et Trump.
Donc là on voit qu'en fait effectivement bizarrement comment dire ça, je sais pas, pendant la guerre du Vietnam, bon voilà, la gauche, les démocrates étaient antimilitaristes, hein, c'est bien connu. Aujourd'hui c'est pratiquement l'inverse. Il faut savoir que par exemple Paul Wolfowitz, qui est vraiment, enfin Thierry Messant disait que c'était l'âme du Pentagone. Donc c'est ce fameux néoconservateur qui était très proche, hein, de George Bush fils, hein, mais de George Bush père aussi, et qui de toute façon était un des piliers de la CIA depuis et du Pentagone depuis des dizaines d'années, et qui dans les années 70 avait rédigé le fameux, enfin était un des membres de la Team B de la CIA, c'est-à-dire c'était une équipe alternative de la CIA. Qui s'était donné pour but de rédiger des rapports anticommunistes encore plus alarmistes que ceux de la CIA. Donc c'était pour essayer de passer en fait à l'action et de partir à la guerre. Donc ce Paul Wolfowitz qui a fait toute sa carrière chez les Républicains, pendant les élections, là, pendant la campagne présidentielle où Trump affrontait Clinton, est passé chez Clinton. Et donc, en fait, on voit une espèce de migration, dans ce que je disais tout à l'heure, une inversion des pôles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les militaristes qui étaient républicains passent chez les démocrates, mais au nom de valeurs gauchistes, hein, enfin, qui sont en fait les valeurs de la société ouverte, et qui sont soutenues aujourd'hui, enfin, représentées par un certain George Soros, et qui nous empoisonne la vie. Donc, en fait, c'est même plus qu'une inversion des pôles. Là, on arrive en fait à des situations d'hybridation, hein, entre des logiciels qui s'opposaient et qui aujourd'hui en fait fusionnent sur certains points, mais pas sur tous. Et il y a une recomposition complète du paysage intellectuel, hein, au niveau mondial. Hein, et effectivement, aujourd'hui, il faut, c'est-à-dire qu'il faut comprendre quelque chose, c'est que aujourd'hui, le militarisme n'est plus simplement une affaire dite de droite, quoi. En fait, le militarisme intègre une dimension LGBT. Et c'est profondément inscrit dans tout ce qui, dans toute l'alliance atlantiste. En réalité, ça a même commencé dès les années 70. C'est pour ça que, bon, moi je pense que ces questions-là sont fondamentales. Enfin, que en fait le ver était dans le fruit, hein, depuis toujours. Donc, bon, ma mère était militaire de carrière. Hein. Bon, quand elle a commencé dans les années 70, il y avait 1% de femmes. Hein. Quand elle a fini sa carrière, il y avait 10% de femmes. Et ça s'est pas fait tout seul. Hein. C'était une politique intentionnelle de féminisation des armées. Bon, ça c'est dans un premier temps, on commence par féminiser. Dans un deuxième temps, on homosexualise, enfin je veux dire on fait rentrer les transsexuels, et là on en est à cette étape-là. Donc il y a un pays qui est récemment passé sous contrôle justement de ces réseaux, c'est l'Ukraine. Aujourd'hui, vous trouvez des sources faciles d'accès sur le ministère de l'Intérieur d'Ukraine, où effectivement le ministère de l'Intérieur d'Ukraine, qui par ailleurs héberge le régiment Azov, qui est considéré d'ultra-droite, ultranationaliste, nationaliste ethnique, néo-nazi, etc. Le même ministère organise des formations au genre, voilà, pour féminiser. Voilà. Donc nous allons vers une espèce d'hybridation, donc de société ouverte et de société fermée finalement, ça revient à ça. C'est-à-dire en fait sous la conduite du régime de Bruxelles. Et je pense que c'est quelque chose qui se met en place depuis des dizaines d'années, effectivement, qui n'est pas uniquement, comment dire, alors ça a probablement été accéléré après la chute du communisme. Il peut y avoir plusieurs facteurs, évidemment, mais bon, dans les années 70-80, on était encore en période de guerre froide, et les injonctions, en fait, les consignes pour féminiser les effectifs militaires français étaient déjà donné. C'était déjà en fonction. Et donc, je pense qu'il faut effectivement faire une lecture rétrospective de ce qu'a été l'atlantisme sous cet angle-là. Qui aboutit effectivement à des situations complètement paradoxales, dont l'Ukraine, à mon avis, est la représentation la plus, j'allais dire, caricaturale. Enfin là, vraiment, on va jusqu'au bout
hein, de cette société ouverte et de cette société fermée au même moment. Au mois de septembre, par exemple, à Kiev, donc le ministère de la Défense a organisé une exposition en l'honneur des soldats LGBT tombés dans le Donbass, par exemple, ou des vétérans qui se battent donc contre les séparatistes, mais des vétérans ou des morts LGBT spécifiquement, avec des œuvres qui représentent effectivement, on voit sur un soldat sur fond arc-en-ciel, enfin sur fond du drapeau arc-en-ciel, ce genre de choses. Donc là, on est vraiment dans une fusion opérationnelle. On n'est pas simplement dans la coexistence de deux logiciels, qui, d'une manière, qui pourrait en fait s'ignorer. Mais non, là, le pouvoir ukrainien est en train de fusionner vraiment ces deux univers qui, normalement, peuvent coexister, mais qui ne peuvent pas, enfin, qui logiquement s'excluent en fonction, je dirais, de leur nature profonde. À moins que ce ne soit pas, justement, à moins que leur nature profonde ne s'exclue pas. Donc là, ça suppose d'aller encore plus loin au niveau de la réflexion, en fait, au niveau, je dirais, de l'archéologie, on pourrait dire idéologique et organisationnelle. Ça suppose d'aller, de se demander, mais dans quelle mesure le monde militaire atlantiste n'est pas profondément LGBT depuis toujours, enfin en tout cas depuis longtemps, enfin avec une tendance à ça, et avec la composante immigrationniste en arrière-fond et cosmopolite. Voilà, donc c'est bon, voilà, c'est des questions que je vous livre. Je peux développer si besoin, si vous voulez. Alors, je crois que merci d'abord. Cher Lucien Cerise, d'avoir fait cet exposé qui en ressort que l'OTAN, qui était à l'origine donc une structure qui avait été mise en place après la Seconde Guerre mondiale pour faire face à l'hégémonie soviétique, qui à l'époque n'était pas un simple mot, ou pour ceux qui ont connu cette époque, ça voulait vraiment représenter quelque chose. On était non seulement en pleine guerre froide, mais parfois ça allait même bien au-delà. Et c'est vrai que l'OTAN pouvait se comprendre à cette époque-là si on estimait que, en se remettant bien dans le contexte de l'époque, que face à l'Union soviétique, il était nécessaire d'avoir une protection, si je puis dire, qui allait au-delà de l'Europe. Ça pouvait se comprendre. Bon. Après, il y a eu la chute du mur de Berlin à la fin des années 80, en 1989. Il y a eu la chute des régimes communistes et de l'Union soviétique en particulier en 1990, et à ce moment-là a émergé le nouvel ordre mondial. Et le nouvel ordre mondial, en fait, le racine était bien avant, mais consiste tout simplement, si j'ai bien compris, à vouloir créer en fait ce vaste ensemble, ce vaste marché planétaire dans lequel il n'y aurait plus de différence. En fait, il n'y aurait plus de nation, il n'y aurait plus de civilisation, il n'y aurait plus d'identité sexuelle, il n'y aurait plus d'identité raciale, il n'y aurait plus tout ça, il n'y aurait plus que les consommateurs. Les consommateurs qui seraient là pour enrichir les multinationales. Et là-dedans, les peuples, rien à faire. Les peuples, ils sont là pour consommer, pour payer, pour faire ce qu'on leur dit. Et c'est finalement ce à quoi on arrive aujourd'hui. Et pendant des années, on s'est dit, est-ce qu'un jour les gens commenceront à en prendre conscience? Moi, personnellement, parce que ça n'engage que moi, je pense qu'on assiste en ce moment, et depuis quelque temps en tout cas, et en particulier depuis les manifestations récentes, à une prise de conscience quelque part, par les Français, et par d'autres aussi d'ailleurs, de cette réalité qui veut que nous ne sommes plus aujourd'hui maîtres de notre destin. C'est-à-dire que les Français se rendent compte qu'ils ne sont plus maîtres de leur destin, que j'ai eu maintes fois l'occasion de le dire et de le rappeler, mais c'est tout à fait vrai, il n'y a pas que ça, mais le conseil d'administration de la Goldman Sachs a plus d'influence sur notre avenir à tous que peut en avoir le conseil des ministres du gouvernement français, ou du gouvernement belge, ou allemand, ou tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, on est véritablement dans une vision planétaire des choses, une vision mondialisée des choses, globalisée des choses, et tant que les gens ne s'en rendaient pas compte, tout allait bien. Seulement, il commence à y avoir une prise de conscience à ce niveau-là. Elle a commencé, je pense,
se manifester. Il y a 5 ans, au moment des histoires de la manif pour tous, c'était pas vraiment clair dans la tête des gens, mais il y a eu une prise de conscience que quelque chose se passait. Et là, ça continue aujourd'hui, avec différentes étapes qui ont eu lieu depuis, avec les Gilets jaunes, et il y en aura d'autres. Bon, les Gilets jaunes, ça durera le temps que ça durera. Comme le disait, c'est vous qui le disiez tout à l'heure, pour faire une révolution, il faut un parti révolutionnaire. Le problème, c'est que les Gilets jaunes ne sont pas un parti révolutionnaire. Donc, c'est une assemblée de gens qui ont des mille raisons de descendre dans la rue, de contester, 1000 raisons de vouloir que ça change, on ne va pas leur reprocher, mais ils n'ont pas encore véritablement tout ce qu'il faut dans leur tête pour penser, de savoir là où ils veulent véritablement aller. Or, c'est bien de manifester, c'est bien de s'opposer, mais encore faut-il avoir quelque chose à proposer pour en remplacement. Là, on n'est pas encore à cette étape-là, tout du moins au niveau des Gilets jaunes. Mais ce qui est important à notre niveau, militants nationaux, identitaires, c'est de savoir qu'une masse de plus en plus importante de Français commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va plus dans ce pays. Voilà. Et bien souvent, on nous dit, oui, vous prenez la révolution, vous prenez le changement, vous prenez ci, vous prenez ça, mais on a un peuple amorphe, un peuple qui ne comprend rien, un peuple qui ne se mobilisera jamais. C'est peut-être vrai, j'en sais rien. Enfin, moi, je vois par exemple, à côté dans la région où j'habite, il y a 3 ronds-points, pas très loin de chez moi. Depuis 3 semaines, jour et nuit, il y a des gens qui sont là. Ah, je me dis, les mecs, on n'est pas au mois de mai, au mois de juin. Je me dis, bah, ces gens, ils ont vraiment envie de faire quelque chose. Ils ont retrouvé la combativité. Alors, ce ne sont que quelques, enfin, en l'occurrence, il y a quelques dizaines de personnes, mais c'est valable aussi dans toutes les régions de France, un petit peu partout. Donc, il y a quelque chose. Aujourd'hui, on voit renaître une espèce de volonté de briser ce système. Alors ce système qui devait aller très bien, c'était parfait, tout était bien parti, il fallait que tout cela aille pour le mieux dans le meilleur des mondes. On avait décrit les méchants, ça a été Saddam Hussein, ça a été Milosevic, ça a été Kadhafi, ça a été... alors il y en avait qui étaient méchants, mais on essayait de ne pas être trop méchant avec eux parce qu'ils risquaient de mal le prendre. Enfin bref, ça a commencé comme ça. Puis aujourd'hui c'est Bachar el-Assad, aujourd'hui c'est Poutine, aujourd'hui c'est... Et puis maintenant ça va être tous ceux qui s'opposent au pacte de Marrakech. Alors la liste s'allonge, enfin elle est quand même plus importante que ce qu'ils pensaient au début. Et ça va être l'Italie, ça va être la Pologne, ça va être... voilà. Donc... partout en Europe et partout dans le monde, il y a une prise de conscience des choses. Bon, je ne suis pas un défenseur de Trump, loin s'en faut, vous savez. Mais même en Amérique, quelque part, il y a aussi une prise de conscience qui se manifeste peut-être d'une manière un peu folle, mais enfin qui se manifeste aussi d'abord en Amérique, d'ailleurs. On le voit aussi dans le peuple américain. Donc, aujourd'hui, les espoirs sont à nouveau permis. Alors, on peut regretter qu'en France, il n'y ait pas un parti révolutionnaire. Bon, très bien, parfait. Mais il naîtra peut-être demain. Ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas forcément vrai demain. Mais en tout cas, il y a une prise de conscience. Et ça, je suis très content de vous avoir écouté, parce que vous avez finalement dressé l'historique un petit peu de cette nouvel état, cette nouvelle donne. Et c'est ça qui est important. Alors, voilà. Tout ça nous permet de reprendre, enfin de ne pas perdre espoir, en tout cas, enfin, on l'a jamais vraiment perdu, mais ça nous redonne en tout cas de la vitalité. Voilà. Écoutez, chers amis, je crois qu'on va arrêter là cette réunion. J'espère que ça vous a... Je vous remercie. Merci à Fleury d'être venu. Je vous invite évidemment à rester en contact avec nous, que ce soit par le site Synthèse Nationale, que ce soit par les émissions sur Radio Liberté, ou que ce soit par tous les moyens qui sont à votre disposition pour ça. À vous abonner évidemment à Synthèse Nationale. Et à tous, je vous souhaite un bon Noël et bonne fin d'année et à l'année prochaine. Merci. Ouais, peut-être qu'on se reverra d'ici là.